Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Il sera question de transmission, d'héritage, de devoir de mémoire, de guerre et de paternité dans notre émission ce soir. Des thèmes qui traversent le livre de notre invité, Thibaut de Montaigu. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Thibaut de Montaigu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et romancier. Vous venez de publier aux éditions Albin Michel un récit sobrement intitulé « Cœur ». Un récit qui nous parle d'histoire, puisqu'il va nous plonger un siècle en arrière, pendant la Première Guerre mondiale. Mais un récit qui nous parle aussi de transmission et d'amour. Alors c'est, je trouve, vraiment une magnifique déclaration d'amour d'un fils à son père. Est-ce que c'est pour lui, pour votre père, que vous l'avez écrit ? Oui, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte parce qu'au début, je pensais écrire cette histoire sur cet arrière-grand-père, mort lors de la Première Guerre mondiale et peut-être un secret de famille qu'il gardait. Mais au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que c'était de mon père dont il s'agissait surtout et c'était une manière, alors qu'il était déjà en fin de vie, de le connaître plus intimement, de peut-être me réconcilier avec lui et souvent on connaît mal nos parents, mais il n'est jamais trop tard pour partir à leur découverte et donc ce livre est là pour cela. Ouais. Mais alors justement, tout commence effectivement quand votre père malade vous donne sa chevalière qui appartenait à votre arrière-grand-père, Louis. Louis qui est mort en héros dans la dernière charge de cavalerie de l'histoire de France au tout début de la Première Guerre mondiale. Et c'est la première fois, à plus de 80 ans, que votre père vous parlait vraiment de cette histoire ? Oui, il me parlait très peu de sa famille. C'était quelqu'un, disons, un être qui avait eu plusieurs vies. C'était un grand séducteur, un homme assez flamboyant. Et donc finalement, toute son histoire familiale me restait assez méconnue. Et donc là, il me dit, quand il me donne cette chevalière, il me dit c'est un miracle si on l'a gardée dans la famille, cette chevalière, parce que Louis l'a portée alors qu'il a mené la dernière charge de cavalerie de l'histoire de France. Au premier jour de 14, il est parti sabre au clair, à la tête de ses 200 hussards contre les canons et les mitraillettes allemandes. Il est mort en héros, c'est une histoire incroyable. Voilà, j'aimerais que tu racontes son histoire, j'aimerais que tu te fasses le greffier de cette histoire familiale. Et moi, au début, j'avais pas très envie d'écrire là-dessus. La Première Guerre mondiale, ça me paraissait extrêmement éloigné de mon quotidien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vraiment lui qui a insisté, qui m'a envoyé toutes sortes de documents sur cette charge pour que je l'écrive, jusqu'à ce que je comprenne qu'en effet, cette charge, était un acte assez héroïque, assez inouï, mais surtout... Voire suicidaire. Voilà, suicidaire en fait. Vous avez dit le juste mot. Et que sans doute se cachait un mystère derrière, comme si en fait Louis avait cherché la mort. Et que se cachait en fait un secret de famille derrière qui l'avait conduit à mener cette charge. Et c'est là où je me suis dit qu'il existait vraiment un livre et qu'il fallait que j'enquête dessus. Oui, alors effectivement, vous avez dit le mot enquête. Moi, j'ai eu le sentiment en lisant le livre qu'on était vraiment dans une véritable enquête journalistique. Alors évidemment, c'est romancé, mais vous avez vraiment utilisé une forme d'outil journalistique pour enquêter sur votre histoire, sur votre passé. Oui, alors c'est un récit, donc tous les faits, tous les éléments sont vrais, je cite les vrais noms, tout ce que je trouve au fur et à mesure est avéré. Évidemment, c'est raconté d'une manière romanesque, de palpitante et quelquefois je prête des pensées aux personnages, mais ce qui était formidable, c'était de découvrir finalement quand on part à la découverte de nos familles, on se rend compte qu'il y a mille et une histoires qu'on ne connaît pas. Et quand on commence à chercher, finalement, moi je pensais que j'avais rien sur cet arrière-grand-père mort en 14, vous imaginez, mais en cherchant, on trouve des vieilles malles égarées dans un grenier, des vieilles photos en noir et blanc, des correspondances, un tel qui a un vieux journal de famille, ou je ne sais quoi. Et petit à petit, j'ai pu comme ça reconstituer en fait toute cette histoire familiale comme une enquête exactement. C'est-à-dire que quelquefois, je tombe sur des fausses pistes, je ne trouve pas. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi raconter le making-of du livre en même temps. C'est-à-dire que je me mets en scène faisant ces recherches, discutant de mes recherches avec ma femme, avec mes enfants. Enfin, vraiment pour montrer que c'était une quête aussi personnelle, extrêmement intime. C'est-à-dire qu'il y a cette enquête historique, mais c'est aussi une quête intime et personnelle. Et les deux se rejoignent dans le livre. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment les deux histoires qui s'entremêlent. On a vraiment celle de votre arrière-grand-père et puis celle de vous et de votre père. Et on voit que en fait, ces deux histoires se font écho aussi. Votre père, finalement, sa destinée, son vécu, on peut faire des parallèles avec ce que votre arrière-grand-père a vécu aussi. Et c'était très troublant de découvrir ça. C'est-à-dire que plus j'écrivais
sur Louis, donc mon arrière-grand-père, qui est mort en 14, plus je me rendais compte que beaucoup de choses qui lui sont arrivées sont également arrivées à mon père, mais sont également arrivées à d'autres membres de cette famille paternelle, comme s'il y avait une sorte de malédiction qui se répétait encore et encore de génération en génération. Et voilà, à force de trouver des coïncidences, des ressemblances, des échos entre ces différentes histoires, voilà, j'ai compris qu'il y avait un thème général qui se dessinait derrière, qui était celui de ce qu'on peut appeler la mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire le fait que, sans même le savoir, de manière inconsciente, on obéit souvent à des loyautés invisibles, on reproduit des schémas ou des rôles qui étaient ceux de nos ancêtres. Et souvent, donc, les traumas, les non-dits, c'est souvent des non-dits en fait dans les familles, des choses qui n'ont pas été élucidées ou qui n'ont pas été racontées, se transmettent de génération en génération jusqu'à nous. Et ces non-dits et ces traumas ou ces empêchements, ou quelquefois ça peut être des belles choses aussi, mais elles influent sur notre vie quotidienne. Elles sont là, présentes au quotidien, et donc c'est la question de quoi on hérite. Et qu'est-ce qu'on va transmettre ensuite à nos enfants? Donc c'est vraiment un travail sur les deux aspects de cette question de l'héritage. Mais alors j'ai envie de lire, sur cette thématique-là, j'ai envie de lire un extrait du livre. Alors on est à la page 277 et vous écrivez « Quand on part sur les traces de ses ancêtres, on ne remonte pas le temps en réalité. On ne revient pas en arrière, on fait voile vers notre avenir, vers ce lieu où réside une part inexplorée de nous-mêmes. L'histoire que nous écrivons a déjà été écrite sous une autre forme et notre vie, loin d'être une page blanche, ressemble à un palimpseste que chaque génération à tour de rôle efface et recommence. Ce qui va arriver existe déjà et ce qui a existé nous arrivera. » Mais ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas maître de notre destin finalement? Alors, ça veut dire qu'on n'est pas complètement maître de notre destin. Souvent, on peut croire qu'on est et qu'on doit tout à nous-mêmes. C'est une croyance très contemporaine, l'idée qu'on on naîtrait d'une forme de génération spontanée et qu'on commence notre vie, on la décide, on l'écrit sur une page blanche. Alors qu'on hérite tous de quelque chose, qu'on le veuille ou non. C'est impossible de naître sans un passé. On vient tous d'une culture, d'une civilisation, d'une famille, d'un milieu, etc. Et ceci nous influence, qu'on le veuille ou non, de manière assez souterraine. Et c'est pour ça que je prends l'exemple de la page blanche et du palimpseste, qui étaient en fait ces anciens parchemins en peau, à l'époque où en fait on n'écrivait pas sur du papier. Et donc, comme il y avait très peu de ces peaux, on devait effacer les anciens manuscrits pour pouvoir écrire de nouveaux textes dessus. Et j'ai l'impression que l'histoire de nos vies ressemble un peu à ces palimpsestes, c'est-à-dire qu'on écrit, mais que sous la vie qu'on est en train d'écrire, et évidemment, on est libre dans nos vies, et heureusement, on peut prendre en main notre destin, mais il y a des textes qui sont enfouis, en fait. Et c'est important de les connaître pour être encore plus libre et pour décider ce qu'on en fait. Est-ce qu'on les range définitivement dans le passé? Est-ce qu'on les réutilise? Est-ce qu'on a envie de les transmettre à nos descendants? C'est vraiment cette articulation entre une forme de déterminisme et notre liberté individuelle qui est très importante. Mais pour être vraiment libre, je crois qu'il faut connaître notre passé. Ne pas connaître son passé ne permet pas d'être plus libre, au contraire, parce que finalement, notre passé agit en nous sans qu'on s'en rende compte. Et ça peut être dangereux. Une autre citation que vous reprenez dans le livre, qui est une citation d'Eugène Carrière, où vous dites « Les fils sont là pour continuer les pères ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent vraiment dans le livre. J'ai l'impression que ça pourrait être un peu le résumé de l'ouvrage. Oui, alors ça, c'est une phrase qui est en exergue dans cette leçon de français que, voilà, dans les documents que j'ai retrouvé un manuel de français à l'usage des petits Américains de 1920 qui était conservé dans la bibliothèque de Harvard, où est raconté la remise de la croix de guerre à mon grand-père Hubert, qui a 10 ans alors, en lieu et place de Louis qui vient de mourir au combat. Donc c'est une scène extrêmement belle, extrêmement émouvante, et j'ai retrouvé ce texte, voilà, dans la bibliothèque de Harvard, et il y a cette phrase en exergue, en effet, les fils sont là pour continuer les pères. C'est une phrase terrible en fait, parce qu'elle représente une certaine société patriarcale aussi, c'est-à-dire que vraiment les fils ne sont pas libres, ils doivent continuer la vie de leur père. Et c'est une phrase impossible en fait. Et donc en fait Louis, quand il se retrouve confronté au fantôme de son père qui vient de mourir, il y a le général qui épingle cette déclaration sur son petit veston d'enfant de 10 ans et qui lui dit « Vous devez être digne de votre père, vous devez marcher dans ses pas ». Lui, il fond en larmes, il explose parce que c'est impossible. Son père est un mythe, son père est un héros, son père n'existe pas. Et c'est ce que je dis un peu, les pères sont des fictions en fait. Et ça me fait penser qu'en droit romain, par exemple, il y a un adage très fameux qui dit « Mater certissima, pater semper incertus ». On est toujours certain de la mère,
mais on n'est jamais certain du père. Et donc dans le droit romain, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la mère qui institue le père. C'est la mère qui désigne le père, qui dit « je reconnais un tel comme étant le père de cet enfant ». Donc le père n'est pas du domaine de l'évidence, du biologique, du fusionnel comme peut l'être le rapport maternel. Il est de l'ordre de la parole, du mot, du récit, voire de la fiction. Et donc dans ce livre, c'est très intéressant parce que je pars à la découverte de cette fiction qu'est mon père, mais tous nos pères finalement sont une forme de fiction, de récit qu'on fabrique sur eux. Et donc cette phrase, elle est à double tranchant parce que les fils ne peuvent pas continuer les pères. Et pourtant, ils ont cette injonction-là. Oui, ce poids ce poids qu'ils doivent porter en fait. Voilà, et ça a été très dur pour donc mon grand-père Hubert qui lui décide de se retrancher dans le silence et qui ne parlera plus jamais de son père de sa vie. C'est pourquoi cette histoire était absolument méconnue dans ma famille. Et ensuite, finalement, mon père décidera de continuer son grand-père d'une certaine manière. Et donc, ces histoires courent et traversent les générations. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement l'influence de nos parents sur nous, c'est des influences quelquefois d'ancêtres qu'on n'a jamais connues. Et finalement, on continue à vouloir les prolonger par une sorte de fidélité au passé inconsciente. Alors, la relation au père, Thibaut de Montaigu, elle est vraiment au cœur de l'ouvrage, au cœur de votre histoire, pour reprendre le titre. Mais ça ne veut pas dire que les femmes sont absentes, parce qu'en fait, les femmes ont aussi un rôle important. Par exemple, votre arrière-grand-mère, Marie, on sent qu'elle porte sa famille, finalement, après le décès de Louis en héros. C'est elle qui va vraiment porter la famille. Donc, le rôle des femmes reste important. Oui, tout à fait. Je parle beaucoup de Marie, en effet, qui s'est retrouvée, il faut imaginer la tragédie qu'elle a vécue, parce qu'elle était très jeune. Elle était très amoureuse de mon arrière-grand-père. C'était une sorte de jeune fille en fleurs, qui aimait le chant, qui avait toute la vie devant elle. Et elle se retrouve veuve de guerre du jour au lendemain, habillée en grand deuil, avec 4 enfants en bas âge. Et elle doit se débrouiller toute seule pour survivre. Elle est ruinée à ce moment-là. Et comme beaucoup de femmes durant la Première Guerre mondiale, qui ont dû remplacer les hommes, elle s'est montrée absolument héroïque. Et il y a une scène aussi que je raconte où elle traverse la France à feu et à sang pour arriver dans cet hôpital de campagne où donc son mari Louis est mort, pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Et elle embarque 2 de ses enfants avec elle. Enfin, elle se mue elle-même en enquêtrice et c'est une scène extrêmement, extrêmement forte. Donc Marie s'est montrée très forte. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans ma famille, quand j'ai fait ces recherches, je me suis rendu compte que les femmes, souvent, ont dansé le rôle de père, en fait. Souvent, ce sont elles qui ont maintenu leur famille, qui ont assumé financièrement, tandis que les pères se montraient inconséquents. C'est elles qui ont été présentes, c'est elles qui ont été autoritaires, parce que les pères étaient souvent absents ou morts prématurément ou inconséquents ou légers comme le mien, etc. Et donc c'est très très beau, ce rôle des femmes qui ont finalement tenu face à des pères toujours rêveurs et absents. Vous le disiez au début, cette histoire au départ, elle ne vous passionnait pas nécessairement parce que vous disiez, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, c'est très éloigné de nous. Et en même temps, la guerre, aujourd'hui, on est dans une période particulièrement sombre où les guerres se développent aux 4 coins du monde. Et j'ai l'impression que le livre montre aussi un peu le côté... Je pense que pour reprendre vos mots, et à un moment, vous dites la guerre dans toute sa brutale stupidité. On a l'impression qu'ici, on est dans une succession de jeunes hommes qu'on envoie à la mort. Et donc, ce qui se passait il y a un siècle, finalement, n'est pas si éloigné de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, et c'est surtout la Première Guerre mondiale, je dirais, qui a ouvert la voie à ces guerres, parce que ça a été une tragédie innommable. Il y a eu, rien que pour la France, 1,5 million de morts. Ça a été une boucherie folle, le nombre de blessés par les gaz, par les shrapnels, toutes ces gueules cassées, et pour rien à la fin. Ils gagnaient 10 mètres de terrain qu'ils perdaient le lendemain. C'était une guerre absurde. L'Europe s'est suicidée littéralement durant cette Première Guerre mondiale. C'est vraiment le suicide de l'Europe. Et c'est la fin d'une époque, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que la guerre, auparavant, déjà, elle était faite par des professionnels. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la conscription, c'est-à-dire qu'on n'envoyait pas tous ces jeunes hommes, on n'envoyait pas de la chair à canon, on n'envoyait pas des masses comme ça stupides qui étaient enrôlés de force. C'était vraiment les militaires qui faisaient la guerre, et elle était codifiée, et c'était des batailles avec finalement l'arme blanche, peut-être des canons, mais il n'y avait pas
tout cet appareil et ces techniques absolument mortelles qui faisaient des dégâts innommables. Et donc la Première Guerre mondiale, elle ouvre un cycle infernal terrible, et ça a été une tragédie voilà, pour tous nos pays européens, et une tragédie qui se répète malheureusement aujourd'hui en effet. Ouais, avec ce devoir de mémoire et cette importance finalement de continuer à en parler pour assurer ce devoir de mémoire. Oui, c'est vrai qu'elle s'efface de plus en plus dans les mémoires. Il n'y a plus de témoins de la Première Guerre mondiale, alors qu'il y en a encore de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vrai qu'on parle encore beaucoup de la Seconde Guerre mondiale. On fait très attention évidemment à cause de la Shoah et des choses innommables qui sont passées. Mais la Première Guerre mondiale a été une tragédie. Et surtout, par exemple, l'idée européenne est vraiment née de ce grand massacre où les pays européens sont... par un jeu d'alliance stupide en plus. Il n'y avait même pas une idéologie derrière, il n'y avait même pas un besoin absolu. C'était un jeu d'alliance stupide, des nationalismes, etc. Tout s'est mal embringué, et ça a donné naissance à cette tragédie absolue, et il faut la connaître pour ne plus jamais reproduire ces mêmes erreurs. Je pense que c'est extrêmement important, et ce qui est, l'idée européenne est née de la Seconde Guerre mondiale, mais déjà dans la première, avec la Société des Nations et tout ça, il y avait cette idée d'arriver à créer une gouvernance mondiale pour que ce genre de massacre des uns contre les autres cesse d'exister, quoi. Est-ce que vous avez été étonné du fait de trouver finalement encore autant d'informations sur ce qui s'est passé il y a un siècle? Parce qu'on voit effectivement toute cette enquête que vous menez, où petit à petit, vous, au détour d'une rencontre, d'une discussion, vous apprenez qu'effectivement un tel a un journal qu'il a gardé de son arrière-arrière-grand-père, un tel a gardé ceci ou cela, des mails avec des vieilles informations. Est-ce que ça vous a étonné finalement tous ces documents qui restent aujourd'hui? Oui, ça m'a étonné que ça soit dans ma propre famille, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, à un moment je trouve 3 vieilles malles qu'on trouvait plus depuis des années, et je retrouve dans le grenier d'un de mes oncles, où je trouve ce journal que tenait le grand-père d'un lointain cousin, où il racontait finalement ce secret de famille qui se trouve à la fin du livre. Mais j'étais aussi étonné de trouver plein de choses dans les archives militaires, où en fait, parce que l'armée consignait avec précision les faits et gestes de chacun, et comme beaucoup de nos ancêtres sont passés par l'armée, on trouve plein de choses dans les archives de l'armée. Il y a aussi un site fantastique qui s'appelle Retro News, où est consigné, enfin où sont digitalisés tous les journaux, en tout cas en France, mais à mon avis ça doit exister pour la Belgique aussi, nationaux, régionaux, et grâce à un moteur de recherche, on trouve par mots-clés en fait ce qu'on cherche dans un vieux journal de 1889. Notre patronyme apparaît, et on trouve et en fait quand on part à la recherche de ces vieilles histoires qui semblent complètement désuètes et poussiéreuses, on trouve un milliard de choses, et c'est un peu au cœur de mon livre en effet. Alors, on l'a dit, Thibaut de Montaigu, dans votre livre, en fait, il y a 2 histoires qui s'entremêlent. Il y a cette histoire, effectivement, qui s'est déroulée pendant la Première Guerre mondiale. Et puis alors, il y a toute la relation à votre père. Et ce livre, pour moi, c'est aussi l'histoire d'un fils qui voit son père s'amoindrir, son père décliner petit à petit. Un livre aussi sur la difficulté pour les proches d'organiser, en fait, la vie autour du malade, l'obligation de prendre des rendez-vous médicaux, les médicaments, les aides à domicile. C'est quelque chose de très intime, mais je trouve qui est vraiment qui montre en fait la difficulté pour les proches d'affronter la maladie. Oui, c'est la question de la fin de vie au cœur, en effet, de mon livre, parce que on accompagne tous mon père jusqu'à son dernier souffle. Et effectivement, il y a tout ce parcours du combattant, que ça soit finalement dans l'hôpital ou pour organiser un parcours de soins, que ça soit pour les soins palliatifs qui font vraiment défaut aujourd'hui. Et en effet, ça pose la question, on est tous, ou on va tous être confrontés à cette grande question du rallongement, évidemment, de l'espérance de vie, et donc de ces proches qui vont devenir de plus en plus vieux, de plus en plus dépendants, de plus en plus vulnérables. Et c'est un livre qui est aussi un hommage, quand même aux soignants et aux infirmières, mais aussi un cri d'alarme, parce que effectivement c'est extrêmement pesant, extrêmement dur, et ça peut perturber notre relation avec les êtres qu'on aime, parce que c'est tellement prenant psychologiquement et au niveau du temps que finalement on peut passer à côté de ces derniers moments qui sont essentiels, parce que c'est dans ces moments-là que se joue, en tout cas dans mon livre, se joue en fait
cette réconciliation finalement avec mon père, je n'ai jamais mieux compris que dans ces moments où il était le plus faible et le plus vulnérable. Et toute la fin de sa vie, il s'est passé une très belle chose. J'ai eu l'impression de découvrir pour la première fois de ma vie mon père, vraiment, alors qu'il était voilà, le plus fragilisé qui soit. Et donc, c'est un moment très important. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment réfléchir comment organiser au mieux ce moment pour nos proches dans les années qui viennent. Ouais. Et comment vous l'expliquez justement que c'est à la fin de sa vie que vous avez réussi à renouer cette relation entre vous? Eh bien, je pense qu'il a baissé le masque, tout simplement, qu'il y a un moment où on ne peut plus faire croire à quelqu'un qu'on n'est pas. Il ne pouvait plus partir en voyage à l'autre bout du monde, monter telle affaire, me raconter des bobards, partir pour une autre femme. Il était bloqué dans ce petit studio, il avait perdu la vue, il avait beaucoup de problèmes de santé, il souffrait d'insuffisance cardiaque, donc cœur, c'est aussi le sien, hein, au sens littéral, le titre du livre. Et donc, dans ce moment de grande faiblesse, en fait, il était à nu, quoi. Il pouvait être que lui-même, et finalement, c'est son âme finalement qui a jailli de lui-même et que j'ai rencontré à ce moment-là. Et donc, j'ai vécu des moments très, très beaux et émouvants à ce moment-là avec lui. Ouais. Alors, vous disiez, vous basez beaucoup sur votre expérience personnelle, vous parlez beaucoup, enfin, vous dévoilez beaucoup de vous dans vos livres. Alors, y a celui-ci, le précédent qui s'appelait La Grâce et qui a reçu le prix de Flore en 2020. Là, vous racontiez votre conversion au catholicisme et comment vous aviez eu une révélation. Alors, c'est vrai que dans notre émission, on a plutôt l'habitude de recevoir des personnes qui ont peut-être fait le chemin inverse, qui vont plutôt s'éloigner de la religion. Est-ce que vous, cette spiritualité, cette croyance que vous avez retrouvée sur le tard, on va dire, est-ce que ça vous a aidé, par exemple, à passer cette étape ? Oui, dans le principe, disons, plus de la sincérité, disons, du souci de faire passer l'amour avant toute chose. C'est-à-dire que, évidemment, mon père m'avait blessé, j'avais quelquefois de la rancœur contre lui, de l'aigreur par rapport au passé. Mais cette idée de se dire que face ce grand mystère qu'est la mort, et chacun on l'aborde de manière très différente, ce qui demeure à la fin, c'est quand même l'amour, quoi. Et c'est ce qui me reste aujourd'hui maintenant qu'il n'est plus là. Et c'est pour ça que j'écris ce livre, c'est une lettre d'amour. Et j'espère qu'en ouvrant ces pages, je retrouverai toujours son cœur battant à l'intérieur. Oui, effectivement, dans le livre, vous dites « Je ne garderai rien de lui, sauf ce livre où en me penchant peut-être, j'entendrai son cœur battre encore un peu. » C'est ça, c'est essayer de le faire vivre encore un petit peu. Oui, c'est ça. Proust, à la fin de la recherche, raconte très bien ce moment où, en fait, tous les modèles qui lui ont servi de personnages, il a l'impression que maintenant qu'il en a fait des personnages de papier, leurs traits s'estompent, il n'entend plus le timbre de leur voix, il reconnaît plus leurs idiosyncrasies. Donc c'est comme s'ils disparaissaient, mais finalement, il dit finalement, j'en ai gardé l'essentiel, qui est leur essence, quoi, leur être intime. Et je pense que c'est important d'arriver à l'être intime des gens qu'on connaît, quoi. Alors, on a parlé de l'importance de la transmission. Est-ce que vous-même, vous avez des enfants, vous en parlez dans le livre. Justement, le fait aujourd'hui de mieux connaître votre histoire, que ce soit à travers ce livre ou le précédent, vous parliez notamment de l'histoire de votre oncle. Qu'est-ce que ça va vous apporter justement dans la transmission que vous allez apporter à vos enfants ? Je pense que c'est très important pour eux. J'ai écrit en partie pour eux. Ils sont encore un peu trop jeunes pour le lire, mais ils connaissent l'histoire parce qu'ils étaient au cœur de l'enquête. Ils m'ont aidé. J'ai même trouvé le titre du livre avec mon fils. Et ce qui est important, c'est que le jour où ils voudront connaître leur histoire, elle sera là. Et il n'y aura pas, le moins de zones d'ombre possible. Et à partir de ce moment-là, ils pourront se dire qu'est-ce que j'ai envie d'en garder ou qu'est-ce que j'ai pas envie d'en garder. Est-ce que ça me parle, ça me parle pas. Et l'important, c'est de savoir. Pour envisager l'avenir, l'important, c'est de connaître vraiment son passé. Encore une fois, je pense que c'est très important. Et donc, la transmission, c'est aussi, leur offrir le choix. C'est pas leur dire il faut que tu gardes ça, ou j'aimerais que tu gardes ça, ou il faut que tu continues ça. C'est pas du tout ça. La transmission, c'est de dire voilà, moi, de quoi j'ai hérité. Prends ce que tu veux maintenant. Prends ce que tu veux, ce qui t'aidera dans la vie, ce qui t'accompagnera. Sache que c'est là. Sache que si tu as besoin de moi, si tu as besoin de m'interroger, tout ça. Et en fait, aussi, ce que j'aimerais qu'ils sentent, mais que chacun sente aussi finalement, c'est que c'est très important d'interviewer
nos parents ou nos grands-parents tant qu'ils sont encore là, quoi. Parce que en fait, souvent ils ont envie de parler, souvent ils ont des histoires qui n'ont pas été racontées, et c'est un passage qu'on peut rater. Et après on le regrette. Et moi, un des trucs qui me manque le plus de mon père, tout d'un coup, c'est je me dis mais tiens, j'aimerais lui demander tel renseignement sur un tel ou telle vieille histoire, et je me dis je vais l'appeler et je peux plus l'appeler. Et donc là, c'est une mémoire qui est morte, quoi. C'est une mémoire vraiment qui a disparu avec lui. Et donc, je me dis, mais heureusement, je l'ai beaucoup interrogé pour mes différents livres. Donc, j'ai beaucoup d'audio avec lui qui demeurent. Qui vont rester. Hein. Qui vont rester. Et c'est vrai que votre fille, je pense, à un moment dans le livre, vous dit qu'en fait, vous n'avez pas le choix d'écrire ce livre. En fait, c'est une obligation. Vous êtes dans l'inconnu en train de vous dire si finalement, est-ce que c'est intéressant de l'écrire? Vous étiez parti sur une autre histoire. Et c'est votre fille qui vous dit, mais en fait, tu n'as pas le choix, il faut l'écrire, en fait. Oui, c'est très drôle parce que c'est un moment où je voulais abandonner un peu mon livre parce que je trouvais pas le fin mot de cette histoire, de ce secret de famille sur Louis. Et je voulais repartir sur un livre que j'écrivais sur Buzz Aldrin, qui est le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Et je lui disais, mais tu sais, c'est génial ces histoires, d'espace, de Lune. Moi, je me reconnais dans Buzz. Et elle se moquait de moi. Elle disait, mais arrête, papa, arrête t'es pas Buzz, t'es jamais allé sur la Lune. Et je lui dis, oui, mais moi, j'ai jamais monté à cheval et mené une charge de cavalerie contre. Et elle me dit, oui, mais c'est quand même ton histoire, t'as pas le choix, quoi. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est encore mon histoire, en fait, quoi. C'est-à-dire que même si ça m'est pas arrivé, c'est une histoire qui me travaille sans que je le sache vraiment. Et j'avais pas le choix, j'étais obligé d'écrire ce livre-là. Alors, donc, ce livre, c'est Cœurs, publié aux éditions Albin Michel. Thibaut de Montaigu, merci beaucoup. On conseille vraiment vivement à nos éditeurs ce livre qui, personnellement, m'a beaucoup plu. Et je le redis, mais pour moi, c'est vraiment une magnifique déclaration d'amour, tout en pudeur, mais au père et peut-être à tous les pères du monde. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. Merci.